pilote plus en chat. Puis il avait des problèmes de respirer, mais je pense que c'est plus la choc que d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu une grosse explosion? Non, c'est seulement comme un petit pouf. Le propriétaire du bateau est arrivé sur place un peu plus d'1 heure après l'explosion. L'homme avait, semble-t-il, prêté son embarcation à un de ses employés. Ce dernier avait tout simplement décidé d'emmener son fils et un ami faire un tour sur les eaux du lac Saint-Louis. Les enquêteurs devront maintenant établir les circonstances exactes de l'accident et surtout chercher à comprendre pourquoi le réservoir s'est ainsi enflammé. Selon les pompiers, l'accident aurait pu être beaucoup plus grave et le nombre de blessés beaucoup plus élevé. Benoît Tranche-Montagne, Le Grand Journal. Isabelle Blain et Michel Otis, accusés d'avoir tué la petite Christina Blain, 2 ans, ont été accueillis par une foule en colère aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme. La mère de la fillette et son conjoint ont été formellement accusés aujourd'hui de meurtre avec préméditation. Je vous rappelle que la petite Christina Blain a été retrouvée morte vendredi dernier à Saint-Colomban, près du chalet où elle était en compagnie de sa mère. Michel Otis, 27 ans, et Isabelle Blain, 22 ans, ont eu droit à un comité d'accueil. Plusieurs badauds, outrés du sort réservé à Christina Blain, ont conspué et insulté les 2 accusés. Otis s'est caché avec ses vêtements, alors qu'Isabelle Blain restait de glace. C'est elle qui a comparu la première, très brièvement, en avant-midi. Elle a alors été formellement accusée de meurtre au 1er degré, c'est-à-dire avec préméditation. En après-midi, Otis a fait face à la même accusation. La preuve que les enquêteurs ont eu le temps de ramasser dans le dossier justifie que nous portions des accusations de meurtre au 1er degré, étant donné qu'il y a un degré de préméditation qui est définitivement prouvé. Les résultats de l'autopsie effectuée samedi sur le corps de l'enfant auront un poids important lors du dévoilement de la preuve. Le pathologiste a indiqué que l'enfant souffrait de très nombreuses blessures. Plusieurs avaient été infligées 2 à 3 jours avant le décès. Il semble même que certaines marques sur le corps de l'enfant remontent jusqu'à environ 10 jours avant la mort constatée vendredi matin dans le bois, situé à une centaine de mètres du chalet habité par sa mère. Le procureur de la Couronne a aussi décidé que les 2 accusés ne seront pas jugés ensemble. Séparément, étant donné qu'on a porté des accusations dans les dossiers séparés. Donc, ils ne vont pas témoigner l'un contre l'autre? Effectivement. C'est ce que ça veut dire. Les 2 accusés reviendront en cours le 18 août. C'est là que sera fixée la date de l'enquête préliminaire. Pour ce qui est du 2e enfant d'Isabelle Blain, il a été confié à la direction de la protection de la jeunesse. Le garçon de 2 ans, il a 11 mois de moins que sa sœur, subira des examens au cours des prochains jours. La DPJ cherche à savoir si l'enfant, actuellement dans une famille d'accueil, a lui aussi subi des sévices corporels. Yves Malo, Le Grand Journal, à Saint-Jérôme. À 17h30, nous allons revenir sur les façons de déclarer les cas de mauvais traitement à la direction de la protection de la jeunesse. Un homme de 34 ans, Ferdinand Vidal, subira un 3e procès pour un meurtre dont il a été déclaré coupable en février 1994. Isabelle, l'accusé avait été arrêté en avril 1993 pour le meurtre d'une femme. Oui, voilà. Les policiers avaient retrouvé le corps d'Hélène Farman dans une petite maison abandonnée à Manceau. C'est un village près de Trois-Rivières. Ça faisait quelques jours qu'elle était disparue et l'enquête avait démontré que l'accusé Vidal connaissait Mme Farman. On avait trouvé du sang de la victime dans son coffre arrière, dans le coffre arrière de l'auto de Ferdinand Vidal. Et il y avait aussi toute une preuve circonstancielle. Alors, il y avait eu un premier procès en 1993 à Trois-Rivières, mais qui a avorté au cours du procès. Et le deuxième s'est tenu en 1994 à Montréal. Et il a été déclaré coupable du meurtre prémédité de Mme Farman. Mais il en a appelé parce qu'il estimait qu'il y avait des éléments qui n'auraient jamais dû être révélés au jury. Maintenant, Isabelle, la Cour d'appel estime que le verdict aurait pu être différent. Oui, en effet. Par erreur, lors du procès, on avait distribué un document à un membre du jury, un document qui révélait des éléments très incriminants pour l'accusé, c'est-à-dire on avait retrouvé son ADN sur le corps de la victime, mais ça, le jury ne le savait pas parce que ça avait été exclu de la preuve. Alors, le juge Boilard, qui présidait le jury, qui présidait le procès, avait demandé au jury de faire abstraction de cette preuve. On avait dit très bien, mais la Cour d'appel estime que c'est pas suffisant et ordonne la tenue d'un autre procès, d'un 3e procès donc, mais 4 ans et demi, 5 ans peut-être après les événements, ça va être extrêmement difficile de tenir un procès. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Au revoir.
Il y a la Ville de Montréal qui veut se débarrasser de sa caserne de pompiers numéro 1 qui est située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de la ville. C'est un édifice qui est abandonné depuis maintenant 15 ans, un immeuble qui est à vendre également. Mais la Ville tente aussi de transformer cette caserne en centre à vocation culturelle. C'est le célèbre ingénieur et architecte montréalais Marius Dufresne qui, en 1914-1915, a dirigé la construction de cette caserne unique à Montréal, au Québec et même au Canada. Et c'est en fait la modernité avant l'heure. C'est aussi l'art déco avant l'heure. C'est vraiment l'influence du plus grand architecte américain du 20e siècle, qui est Frank Lloyd Wright. Mais voilà, ce joyau du patrimoine montréalais est abandonné depuis 15 ans. Fait que tout ce qu'il y a là, il n'y a plus rien de bon. C'est trop rouillé, c'est la corrosion partout. 15 ans inoccupés et 5 hivers sans chauffage ont accéléré la décrépitude de l'immeuble. S'il n'y a pas quelque chose qui se fait avant le prochain hiver, il n'y a plus personne, à mon avis, qui va avoir suffisamment de fonds pour être à mesure d'utiliser ce bâtiment-là, et là, on va le perdre. La Ville n'a pas un traître sou à investir dans la restauration de la caserne. Il y aurait pour autour d'1,5 million, 2 millions de dollars à investir dans le bâtiment pour le rendre conforme au règlement actuel. Il reviendra donc aux futurs promoteurs d'assumer les onéreux frais de restauration. Moi, ce que je veux faire, c'est des ateliers pour producteurs artisans à l'étage, parce que c'est moins grand qu'ici. Il y aurait 2 espaces qui seraient possibles de louer, là, des salles qui seraient 2000 pieds carrés, plus une salle qui serait accessible à la communauté, une salle communautaire, si on peut dire, pour toutes sortes d'activités aussi de 2000 pieds carrés. À l'aide de subventions, ça devrait être possible. Je sais que le Service de la Culture a présentement une subvention du ministère de la Culture et des Communications pour faire une étude pour vérifier si on pourrait le transformer pour des ateliers d'artistes ou encore des lieux de diffusion artistique. La revitalisation de la caserne numéro 1 constituerait un attrait touristique supplémentaire pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve, puisqu'il fait partie de la plus grande concentration d'immeubles de style Beaux-Arts en Amérique du Nord. Gilles Choquette, Le Grand Journal. Après la pause, l'industrie des produits naturels est en pleine expansion au Québec. 16e congrès international de nutrition jusqu'à vendredi. 3400 nutritionnistes venant d'une centaine de pays à travers le monde vont discuter alimentation et nutrition. Aujourd'hui, un éminent professeur et médecin américain est venu redonner aux gras ses lettres de noblesse. Selon le docteur Walter Willett de Harvard, en coupant le gras de notre alimentation, on a aussi coupé le bon gras. Selon lui, en éliminant les huiles, le beurre ou les noix, nous avons davantage nuit à notre santé. On a maintenant des vinaigrettes sans gras, ce qui est absolument scandaleux. Finalement, une vinaigrette, c'est censé être de l'huile. On a besoin, il a souligné le rôle essentiel des acides gras pour la santé. Donc, il a parlé de mauvais gras, surtout dans les fast-foods, dans les aliments préparés d'avance avec des gras partiellement hydrogénés. Il nous a guidés vers les étiquettes et de bien surveiller ces mots clés qui sont l'hydrogénation. Donc, il nous a remis sur la piste des bons aliments. Et depuis quelques années, on sait que les gens, la population en général, fait de plus en plus attention à son alimentation. Résultat, les produits naturels, les suppléments vitaminiques connaissent beaucoup de succès. On trouve au Québec seulement plus de 400 magasins de produits naturels et l'industrie est en pleine expansion depuis 5 ans. Mais Chantal Neblon nous dit qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on consomme. Vitamines, multivitamines, minéraux, herbes, spiruline, en capsules, en liquide, en poudre. On trouve sur le marché de plus en plus de produits naturels et de suppléments alimentaires et vitaminiques. Selon Juan Wang, un pharmacien qui a ouvert son propre commerce il y a 2 semaines, 15% de la population consomme des produits naturels. Les gens, quand ils rentrent ici, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Produits pour une bonne énergie, une bonne santé, et normalement pour dormir mieux, par exemple, ou comment remplacer des antibiotiques de façon naturelle. 75% des clients des magasins de produits naturels sont des femmes âgées entre 25 et 40 ans. Des femmes qui font déjà attention à leur santé et à celle de leur famille. Les hommes, eux, viennent plus tard, dans la quarantaine, lorsque les problèmes de santé ont déjà commencé. Une chose est sûre, les suppléments ne remplaceront jamais une bonne alimentation, mais ils peuvent lui donner un bon coup de pouce.
Je pense à la vitamine E, par exemple. On lui reconnaît des vertus très intéressantes pour prévenir les maladies cardiovasculaires, prévenir tous les problèmes reliés aux troubles coronariens. Alors, on sait qu'une dose quotidienne de vitamine E chez les gens qui sont prédisposés à ça peut aider à réduire les risques d'infarctus. Il faut donc s'informer avant d'acheter et vérifier que le produit qu'on nous vend correspond à nos besoins. Car parfois, le prix est plutôt salé. Malheureusement, la nutrition de façon biologique, organique, c'est trois fois plus cher que les fruits et légumes de façon ordinaire. Les suppléments naturels, évidemment, aussi sont un petit peu plus chers mais c'est justifiable, oui. C'est vraiment justifiable parce qu'à la fin, l'absorption, c'est vraiment meilleur que les autres produits. Il faut aussi vérifier que les produits possèdent un numéro d'identification, ce qui prouve qu'ils ont été homologués par le gouvernement. Chantal Leblond, Le Grand Journal. Oui, nous achetons des vitamines, anti-stress principalement, et puis du pain complet. Mais ça s'arrête là, je pense. Oui, je mange bien, mais j'ai pas besoin de ça. J'en ai déjà pris, puis ça m'apporte absolument rien, puis j'en prends plus. Je n'ai pas besoin, je pense pas. Non, j'en prends pas. Non, je ne prends rien. Rien du tout. Pourquoi? C'est parce que je me sens en forme, je n'ai pas de problème de santé. On mange bien, puis on fait des biscuits, du sport, donc je me sens pas faible, j'ai pas besoin de ça. Le cancer du sein tue moins de femmes maintenant qu'il y a 10 ans. Le taux de mortalité causé par le cancer du sein était de 28 femmes sur 1000 l'année dernière, alors qu'il était de 32 sur 1000 en 1986. C'est une diminution significative de 12 %. L'amélioration est attribuée à l'utilisation plus fréquente des mammographies et à l'amélioration des traitements. Évidemment, l'orage que l'on vient tout juste de connaître a dû interrompre les activités au Stade du Maurier, mais ça a repris, je crois, Christian. Effectivement, Christian, ça a repris les activités ici au Stade du Maurier. Il y a eu une courte interruption d'environ 1h20 en début d'après-midi. Et si les activités ont repris ici au Stade du Maurier, bien, le travail a repris pour certains de nos confrères qui étaient en vacances, ma foi, depuis une éternité. On n'a pas vu François Fauché depuis un mois environ. Bon retour, François. Merci, Christian. Ça va bien? Oui. Il y a un match qui est en cours, François, celui du Canadien Daniel Nestor. Ben, c'est ça, au moment où on se parle, ben là, ils sont en train de jouer Daniel Nestor contre une peut-être des vedettes montantes du circuit masculin, un Allemand, Tommy Haas, qui est classé 74e au monde. Le match n'est pas terminé. Nous sommes présentement au 3e set. Ce Tommy Haas, pour si vous ne le connaissez pas, ben, il est jeune, il a 19 ans. Et à l'âge de 12 ans, il a décidé de s'expatrier aux États-Unis et à l'école de Nick Bollettieri. Et donc, Nestor a remporté la première manche 7-5. Nestor, qui est un spécialiste du service volé. Et le deuxième set, ben, c'est Tommy Haas qui a mis la main sur la deuxième manche, l'emportant 6-4. Donc, au moment où on se parle, c'est en train de se jouer pour le troisième set. Bon, alors le tournoi est quand même relativement jeune. Il y a toutefois une tête de série qui est déjà éliminée, François. Oui, ça n'a pas pris de temps. Peter Korda, le Tchécoslovaque, qui avait été finaliste aux internationaux de Montréal en 1991, a été éliminé. Ça a été le premier match disputé aujourd'hui sur le court central. Il a perdu. Victoire, par contre, du tenant du titre. Ça n'a pas été facile pour le Sud-Africain Wayne Ferreira contre le Tchèque Daniel Vasek, mais Ferreira a gagné. Et il faut noter également la défaite du Québécois Jocelyn Robichaud contre Chris Woodruff. D'ailleurs, je vous invite à regarder le reportage de Guylaine Campion. Enlevé de rideau sur le court central, les amateurs avaient droit à un duel opposant Peter Korda de la République tchèque à l'Américain Justin Gimelstob. Et ce match a donné lieu à la première surprise de la journée, puisque Gimelstob a complètement dominé Korda, le 9e favori du tournoi. Après avoir perdu le premier set au compte de 6-4, Korda, le finaliste de 91, s'est incliné 6-4 en deuxième manche. Pendant ce temps, sur le court numéro 1, le Québécois Jocelyn Robichaud de Joliette disputait son match de première ronde. Il affrontait l'Américain Chris Woodruff, 58e joueur mondial. Et bien appuyé par la foule, Robichaud a donné du fil à retordre à son adversaire. Woodruff a finalement arraché la première manche 7-6. Au deuxième set, Woodruff a mieux contrôlé le match, si bien qu'il a éliminé le jeune Québécois au compte de 6-3. Malgré tout, Robichaud se dit heureux de son expérience en sol montréalais. Je pense que c'est un des meilleurs matchs dans un beau tournoi comme ça. Je pense que j'avais joué, je me rappelle, j'avais joué sur assez la hausse, ça avait été un match assez rapide, plus 4-2.
Et puis, c'est vraiment un match où je me sentais bien sur le terrain, puis je me sentais de taille avec tous ces joueurs-là. La foule était présente, c'était bonne, c'était encourageant, et puis ça a donné également un peu de motivation. De retour sur le cours central, le Sud-Africain Wayne Ferreira, 13e favori, se mesurait à Daniel Vacek de la République tchèque. Ferreira, le champion de l'an dernier à Toronto, a remporté la première manche au compte de 7-6. Au deuxième set, alors qu'il dominait 4-1, la pluie est venue interrompre la rencontre. Après un délai de plus d'une heure et demie, Ferreira est venu compléter son match en force, l'emportant 6-1. Bon, alors, il y a le Québécois Sébastien Larreau qui a disputé un bon tournoi à Los Angeles. Il est rentré au Québec ce matin. Vous l'avez rencontré, François. Oui, ben, comme tu l'as dit, Christian, il vient de remporter un tournoi de double avec Alex O'Brien à Los Angeles. Il est arrivé ce matin à Montréal. Donc, il est très confiant et demain, il affrontera l'Australien Sandon Stoley. Ce sera le troisième affrontement entre les deux joueurs. Stoley a remporté les deux premiers, mais Larreau est très confiant et a l'intention d'être très agressif demain contre ce grand Australien de 6 pieds 4 pouces. On l'écoute. Je pense que j'ai essayé de jouer très agressif. Sandon, son 7 défaut, c'est peut-être qu'il ne se déplace pas très bien. Il va vraiment falloir que je prenne avantage de ça. Parce que reste un joueur très talentueux, très bon coup droit, bon revers. Mais si je le mets en mouvement, ça va être ma chance. C'est un peu mon style de jeu. J'aime ça attaquer les deuxièmes balles, mon coup de filet. Sur mon service, je vais aller service voilé, rester dans le fond. Et je prends la balle dans le rebond, puis je joue très agressif. Bon, finalement, François, qu'est-ce qui est à l'horaire ce soir? Ben, ce soir, il y aura des cérémonies d'ouverture. C'est le début officiel du tournoi ce soir, 18h30. Un seul match au programme, Sébastien Leblanc contre l'Anglais Tim Henman. Et par la suite, ben, on laissera la place à la musique avec, entre autres, un spectacle avec Daniel Bélanger. Bonne soirée, M. Fauché. Merci beaucoup. Bon retour. Au revoir. Bon, au hockey, vous savez que Mark Messier fait maintenant partie des Canucks de Vancouver puisqu'il a signé aujourd'hui un contrat de 3 ans avec les Canucks, un contrat d'une valeur minimale de 20 millions de dollars en devises américaines. L'entente serait également assortie de plusieurs causes de boni qui permettraient à Messier d'accroître de façon... C'est à l'île Saint-Quentin. J'avais aucune place pour m'accrocher. Phil Goyette a déjà demandé à la ville de Trois-Rivières de doter ses policiers d'une embarcation. Vous savez, on a déjà parlé de ça à l'hôtel de ville il y a quelques années. Puis, je pense que la ville était à l'écoute de ça dans le temps. Bon, on analyse la situation. On n'a pas fait de demande jusqu'à date à l'hôtel de ville, à l'étude du budget, afin d'avoir une embarcation. Mais c'est quelque chose qu'on se propose de faire, entre autres, au prochain budget. Les policiers de Trois-Rivières ont toujours le pouvoir de réquisitionner une embarcation si nécessaire, mais ils ne connaissent pas la rivière. Un plaisancier nous a raconté qu'un voyage des policiers sur la rivière lui avait déjà coûté une hélice. François Saint-Onge, à Trois-Rivières. Et puis justement, Trois-Rivières sera une ville maritime pour une 4e année, les 8, 9 et 10 août prochains. Il y a de nombreuses activités qui auront alors lieu au parc portuaire. On retrouvera une exposition de bateaux alors que des démonstrations de motomarine et des balades de bateaux à voile seront proposées aux visiteurs. Mais comme le signale à nouveau le commandeur Phil Goyette, une des activités les plus appréciées demeure la course de canot Rabasca. Moi, je pense qu'il y a énormément d'intérêt, c'est dans les courses d'Arabasca. Courses d'Arabasca, beaucoup de monde dans le canot, alors beaucoup de personnes, d'amis qui viennent. L'an passé, là, la course d'Arabasca, on a des photos qui ont été prises qui nous donnent 2500 personnes qui observent cette course-là. Alors ça, là, ça gèle sur place plus de monde que la plupart des activités. Ce qui a été une surprise un peu pour nous autres aussi. De vendredi à dimanche dernier, c'était la 3e édition de la randonnée Vélo Trans-Québec de Hall à Charlesbourg. Cette activité est organisée dans le but d'amasser 100 000 $ dont les 2 tiers sont destinés au financement de projets et d'activités pour les adolescents. Et puis Mireille Roberge est allée rouler pour les ados. Près de 200 cyclistes ont enfourché nos vélos vendredi matin dans le stationnement du Patro d'Ottawa. Que ce soit à une vitesse de 20, 30 ou 35 km/h, nous nous dirigions tous vers Montréal. Un périple de 215 km pour cette première journée. La randonnée Vélo Trans-Québec, Roulons pour nos ados, était sous la présidence d'honneur de Phil Latulippe, un cycliste qui se démarquait du groupe avec ses 78 ans. Tout ce que je fais du côté sportif, c'est une promotion de conditionnement physique pour tout âge. Les jeunes qui nous voient passer, ils disent un grand-père comme ça peut faire ça, peut-être moi aussi. Les personnes de mon âge, ça peut les motiver à faire des choses. Pas nécessairement là, 200 km en vélo d'une journée, mais faire des choses. Il a pédalé, ce cher monsieur Latulippe, comme tous les autres, jeunes et moins jeunes. Samedi matin, jambes et mollets devaient recommencer leur travail car tout le groupe se dirigeait vers Trois-Rivières. Joss Duhem, un jeune homme de 15 ans de Saint-Boniface, se retrouvait alors dans son patelin.
Mais il avait connu un début de parcours plutôt difficile. Madame, en avant de moi, elle a fait un petit accident. Fait que j'ai pas eu bien mes choix, même si j'aurais freiné, j'ai rentré dedans, c'est sûr. Fait que là, j'ai passé par-dessus mon bicycle, par-dessus elle. Puis c'est ça, là, j'ai eu une foulure à la cheville. Joss Duhem a finalement terminé la randonnée, mais il faut dire qu'il faisait partie des rares adolescents à participer à cet événement. Pour Raymond Bonneau, directeur général de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, qui a mis sur pied la Vélo Trans-Québec, il n'est pas évident de convaincre les jeunes cyclistes à y participer, même si les fonds ramassés leur sont destinés. Une randonnée comme celle-là, pour les adolescents, c'est un gros défi. Actuellement, on progresse petit à petit, mais nous autres, on ne tient pas à avoir une randonnée seulement d'adolescents. On veut avoir une randonnée vraiment intergénérationnelle, afin que les ados soient impliqués avec des adultes. Mais au niveau de l'organisation, on a de plus en plus d'adolescents. Le cœur de chaque cycliste battait son plein dimanche lorsque nous avons pris la direction de Charlesbourg. Même si quelques muscles étaient endoloris, tout le monde était de la fête lorsque nous sommes entrés dans la vieille capitale. Il était tout à fait normal que l'on termine les 505 km avec le sourire aux lèvres, car les cyclistes étaient très bien encadrés et la sécurité était à son maximum. La randonnée sera de retour l'année prochaine avec, on l'espère, encore plus de passionnés du vélo. Mireille Roberge de Hall à Charlesbourg. Et le beau temps a favorisé la présentation en fin de semaine du Festival des pompiers de Shawinigan. Des sapeurs de toute la région se sont livrés une compétition amicale qui comportait 8 épreuves. Il s'agissait de la 4e édition de cet événement et voici un aperçu de ce que ça donnait. Sur cette heure, on passe à la météo. Alors pour ce soir et la nuit prochaine, on prévoit des passages nuageux avec un minimum de 11. Demain mardi, ciel variable, maximum de 24. Et un aperçu pour mercredi, du soleil et 25. Alors regardez, je vais vous faire celle-là et je vais vous faire l'autre. Alors regardez bien. La poitrine, on va les prendre des légumes, hein? Oui, je vois. OK? Comme ça. Voyez-vous, elle est ronde ici. Alors vous tranchez ce côté-là. Alors on la tranche comme ça. Toujours la même technique. Vous l'ouvrez, regardez ça, et voilà, on l'ouvre comme ça. On va ouvrir l'autre aussi, voyez-vous, de la même façon. Tiens, vous l'ouvrez. Tiens, faut l'ouvrir, mais jusqu'au fond. Alors, j'en ai 2 qui sont ouvertes. Ben non, ils ne sont pas ouvertes. Je ne les ai pas ouvertes. C'est une drôle d'affaire, mais on va les ouvrir. Vous allez la prendre. Ça va être le fun. Tiens, voilà. Tiens. On va toutes les ouvrir. Celle-là est ouverte. Alors, voilà. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le montage. Je commence par les tomates qui a été tout simplement gonflées. J'en mets 2 demi dans chaque poulet. Et voilà. Alors, vous en avez 2 demi chaque. Tiens. On va mettre le petit peu d'huile, tiens, qui reste au fond. Ouais. OK. Ensuite, je mets deux petites, tu vas mettre 2 petites courgettes. Oui. Hein, chaque. Et voilà. Hein? OK. Et on peut mettre aussi, des fois, pour faire la coloration, vous pouvez en mettre une petite jaune. C'est le fun. Ça, je laisse ça à votre discrétion. Moi, je dis, tiens, je vais faire une petite fantaisie. Oui. On met les oignons. Les petits oignons. Alors, vous avez les oignons, un oignon chaque, une tranche d'oignon. Vous allez dire, est-ce que ça va rentrer? La surprise. Et ensuite descend les aubergines. Les aubergines. Et voilà, une tranche d'aubergine qui va avec ça. On va mélanger la sauce. Ah, okay. Je vais garder ça en dessous. Sœur Angèle, si les gens veulent se procurer les recettes... Ah bon, vous pouvez toujours vous procurer les recettes dans tous nos marchés métro. Hein? Vous pouvez vous occuper dans tous les magasins. Vous trouvez nos recettes de la semaine, du lundi au vendredi. Exactement. Et si vous êtes branché sur Internet, voici l'adresse www.metro.infinite.net. N-E-T. Voilà. Alors, on va commencer par on met la petite sauce qu'on fait avec du sel d'ail. Oui. Ensuite, on met le thym frais. Alors, regardez bien. On prend
On le fait comme ça. Ouais, Regarde, Marcel. pas des tiges. Hein? Voilà. Non, le bois, on le met pas. Et vous mettez là les feuilles que vous allez hacher avec les ciseaux. Certainement. De basilic. Pendant qu'il va couper le basilic, je mets le fromage cheddar. Regardez, crasse. Regardez ça, au petit Québec. Alors, vous en avez suffisamment. Ah, OK, il fait chaud, hein, ici. Ah oui, ah oui, oui. Il colle un peu, mais on va en mettre suffisamment assez. Voilà. Tiens, regardez si c'est beau. OK. Alors, Yves prend la petite sauce. Vous mettez la petite concentrée de légumes dedans. Et vous mettez le miel. Tiens, voilà. Alors, on mélange le tout, si tout va bien. Avec votre spatule, vous mélangez le tout. On va le mettre, je vais le mettre par-dessus. Oui, oups. OK, c'est bien beau. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai un papier d'aluminium en dessous, Marcel, si vous voulez bien. Oui. J'aimais garder la petite sauce sur le poulet. Regardez ça si c'est beau. C'est ça qui va donner un parfum. C'est ça qu'on appelle le poulet méditerranéen. Bien, gardez ça si c'est beau. Alors, c'est vraiment calculé, hein? On n'en a pas plus. On n'en a pas plus. C'est vraiment calculé. Bien. Alors voilà, on va huiler le papier. Ça, c'est bien important. Est-ce que vous l'ouvrez, Sarah-Jeanne? Oui, s'il vous plaît. Et voilà. Ouais. OK, alors on le met juste comme ça. On huile le papier pour pas que le poulet... Alors mettez-en, soyez généreux, vous en mettez un peu comme ça, assez suffisamment, parce qu'on n'a pas besoin de huiler le poulet sur... alors, le dessus. Regardez, je prends le poulet, je le plie comme ça. OK. OK. Et on le met sur le dos. OK, voilà. Regardez si c'est beau. Bien. Alors, voilà le poulet. Tiens. Et il va avec le fromage. Voilà, c'est qu'avec le fromage, il va coller ensemble. C'est le fromage qui fait que le poulet va se tenir ensemble. Tiens, voilà. On met un peu d'huile sur le dessus. Voilà. Bien. Hey, c'est beau, hein? Vous le voyez, attendez un peu. Okay. Un peu de sel, un peu de poivre. Bien, voilà. Ça, juste un peu goût, comme ça. Au goût, toujours au goût. Et on met, tiens, le poulet ici. Alors, très important, vous le fermez. On va ouvrir le barbecue, si tu veux. On plie ça comme ça, bien fermé. Et on le laisse dans une chaleur. Intensité, vous commencez moyenne et vous finissez minimale. Pendant 10 à 15 minutes, vous n'y touchez pas. Vous le laissez comme ça et au bout de 10 à 15 minutes, vous le sortez et vous le présentez avec des légumes de votre choix et aussi avec le jus qui est au fond. Alors, vous allez voir à la fin, Marcel, ça va être extraordinaire. Bon, ben écoutez, je vais aller retrouver mon invité. Ah ben oui! Martine, notre collaboratrice. Bon. Et puis vous, vous terminez. Je vais vous faire la présentation. Excellent. Ah ben Martine Baudet. Salut! Martine, rebonjour Claude. Rebonjour Martine. Là, je voulais vous faire un petit programme d'entraînement pour la cour parce que vous savez que c'est facile de s'entraîner dans sa cour. Ah ouais? Les gens, là, aiment pas aller... Les gens n'aiment pas aller au Nautilus l'été, hein? Ça coûte cher, on veut pas s'entraîner à l'intérieur. Alors ça coûte 40 $, une mini trampoline, ici. On a des cerceaux dans les Dollarama qui se vendent 1 $. Et puis les petites haltères jaunes que j'ai apportées, c'est à peu près 20-25 $. On peut mettre de l'eau dedans. Là, j'aimerais Claude joue beaucoup au tennis. C'est très, très, très agréable de savoir que vous soyez sportif ou pas. Ah bon? Oui, c'est très bon. Excellent. C'est très, très bon. Alors, pour la trampoline, pour le cardio, parce que toi, quand tu joues au tennis, les déplacements... Mais je joue en char maintenant. Alors, je vous montre 2-3 exercices pour le cardiovasculaire. On te regarde. Tu pourrais faire la bicyclette en même temps que moi, parce que c'est juste moi qui va... OK. Alors, on peut faire du ski de fond sur une trampoline. On peut faire des twists. Et tu sais que la trampoline rajeunit le visage. Ah bon? Ça rajeunit. Faut te sauter dans la face. Mais je vous dis, ça rajeunit. C'est prouvé par les astronautes. C'est prouvé par les astronautes de la NASA aux États-Unis, les plus grands spécialistes au monde. C'est le seul sport qui peut vous rajeunir le visage et le corps. Pourquoi? Parce on a hâte de t'entendre. Ben, nomme-moi un sport que tu peux toujours sauter. Tout le temps, sauter. Oh mon Dieu. Le saut? Le saut à la pêche? Non. À part la danse aérobique puis la corde à danser, mais on ne peut pas parce qu'on va se faire mal aux genoux. Ah, mon Dieu, oui. Tandis que là-dessus, les cellules, on se fait un drainage lymphatique. Un drainage lymphatique. Donc,
les cellules se régénèrent, on rajeunit et ça nous refait, ça nous T'as quel âge, redessine. toi? 59? Alors, comme je vous dis, on peut faire des twists, on peut faire du jogging, on peut faire des hops. C'est long, juste un petit peu. Non, ça va, je l'ai fait, j'ai l'air trop jeune. Pas le goût d'avoir 9 ans. Fait qu'on peut twister comme ça. Maintenant, OK, on a fini notre cardiovasculaire. Là, on est fatigué. Alors, une fois qu'on a fini notre cardiovasculaire, habituellement, qu'est-ce qu'on fait dans un centre de consommation physique? On fait du cerceau? Non. On travaille les abdominaux. Lui, il est correct, il n'y a pas de bébé, il est beau, il paraît bien. Alors, à ce moment-là, tu n'as pas de problème, toi, avec tes... Non, Marcel non plus, beau bonhomme. Non, je te remercie. Alors, à ce moment-là, on peut faire... Et ça, c'est très bon. Ouais. Tout le monde, là, devrait en avoir un cerceau parce que c'est encore mieux que de faire des abdominaux. Les 3 séries de 25, là, pourquoi? Ça affine la taille, les obliques, le grand transverse, le grand droit. Alors, c'est très, très bon. Veux-tu essayer, Marcel? Oui, gars, je t'arrête au dépanneur. En passant, Marcel, là, pour 25 minutes, 30 minutes de bicyclette, moi, juste en 10 minutes, je suis 2 fois plus efficace à sauter sur la trampoline. C'est le fun pour toi. Faire 30 minutes de vélo stationnaire. Oh, ouais, Charles. OK. Vas-y, on va. Ça m'a fait plaisir. Salut, Marcel. Ça. Et puis... Comment avoir de l'air tweet en 2 minutes? Mais il rajeunit pas, lui. Il va partir le plus haut. Oui, c'est ça. Ça va très bien. Marcel, il y a d'autres choses aussi que tu peux faire pour... Mais toi, t'as quand même des bons bras. Je te remercie. OK? Les haltères où tu peux mettre de l'eau puis du sable. Regarde, ça, c'est pas rien, là. Non, c'est correct. Tu peux faire travailler les biceps. Un petit conseil en passant, si on fait juste ça comme ça, c'est nono. Moi, je suis très développé en dessous. Pas bon. Faut faire en haut, horizontal, puis tu descends en vertical. Comme ça. C'est ça. Tu montes horizontal, tu descends en vertical. Maintenant, quand on travaille des biceps, il faut toujours, pour le tennis, tu le sais, hein? Ben oui. Pour les biceps, il faut travailler les transversales. Les triceps, en arrière. Alors ça, on se penche, puis on fait l'extension. Ah, moi, ça va très bien, madame. Comme ça. C'est quel mouvement de tennis, ça? Alors, on développe le bras, on peut développer les pectoraux en faisant ce mouvement-là par en haut. De toute façon, l'idée, c'était d'avoir des accessoires très peu dispendieux, d'avoir du plaisir à vous entraîner. On s'en va une pause. OK, bye. Les poitrines qui sont parties. Et vous avez, avec du riz sauvage, des hémérocales. Ce sont des fleurs comestibles. Il s'agit d'enlever tout simplement le centre. Et voilà, alors je vous souhaite un très bon souper. Et puis, c'est facile à faire, les hommes, allez-y donc. Alors, bon appétit tout le monde. Hein? Je me suis inspirée comment vous faisiez vos choses. Alors, comment vous écrivez, moi, j'ai essayé de les représenter. C'est beaucoup dans la présentation, j'écoute, avec les fleurs, tout ça, là. Oui. Mais comme j'ai dit, tout ce qui est dans l'assiette, il faut que ce soit comestible. Ça, c'est très important. Même l'assiette? Non. Peut-être non. Vous la laisserez pour la prochaine fois. C'est très beau, en tout cas. Goûtez-y, vous allez voir, c'est très léger, c'est très sain. Hein? Claude, on te souhaite beaucoup d'inspiration pour les prochains... merci. Hein? Papa, maman, puis envoie par là. Puis envoie donc. Bon. Martine, merci beaucoup d'être venue. Oui, vous pouvez tout manger, on fait la trampoline après. C'est délicieux. Bye tout le monde. Bonne fête. Mon chien, la fine de Marie. Un bébé laissé seul pendant la nuit à Québec, la mère pourrait être accusée. Beaconsfield, un enfant de 7 ans brûlé gravement dans l'incendie du bateau de son père. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les 2 tortionnaires présumés de la petite Christina Blain, 2 ans, battus à mort et retrouvés vendredi dans un boisé à Saint-Colomban, ont comparu ce matin et ils l'ont fait sous les huées. La mère de la petite Christina, Isabelle Blain, et son amie Michel Otis ont tous les 2 été accusés de meurtre prémédité. C'est l'infraction la plus grave du code criminel. Pendant ce temps-là, on essaie de comprendre pourquoi la police de la CIM, qui avait déjà été appelée sur les lieux pour abus, n'a pas signalé l'événement à la DPJ. Nous avons 2 reportages. Michel Otis et Isabelle Blain sont arrivés au palais de justice de Saint-Jérôme où des dizaines de curieux les ont mitraillés d'insultes. Une fois à l'intérieur, les 2 tortionnaires de la petite Christina ont formellement comparu sous des accusations séparées de meurtre au 1er degré. C'est donc des accusations de meurtre prémédité, donc ils ont planifié leur coup? Ben, vous savez,
Ça s'est pas fait en l'espace de 5 minutes, ça s'est fait en l'espace de 2-3 jours. Et lorsqu'on prend 2-3 jours pour commettre un crime de cette nature, on peut présumer qu'il y a une préméditation. L'enquête a révélé que la mère de Christina, Isabelle Blain, 22 ans, de même que son ami Michel Otis, 27 ans, ont tous les deux participé à la commission du meurtre. Christina a été battue à tour de rôle par le couple Blain-Otis jusqu'à ce que mort s'ensuive. La seule différence entre les deux accusés réside dans l'intensité des coups portés. L'homme aurait, semble-t-il, porté les coups les plus violents, ce qui n'exclut pas que des coups aient pu être portés par l'accusée Isabelle Blain. Présent lors de la comparution, le père de Michel Otis, Henri, s'est refusé à tout commentaire. À sa sortie du tribunal, Isabelle Blain a repris la route de la prison Tanguay. La Sûreté du Québec enquête pour savoir si son plus jeune enfant, Pierre-Philippe, 2 ans, a aussi été victime de mauvais traitements. Michel Otis, quant à lui, restera emprisonné au centre de détention de Montréal jusqu'à son retour devant le tribunal le 18 août. Son avocat demandera alors une libération conditionnelle pour son client. À sa sortie de la salle d'audience, Maître Pierre Léger a eu cette déclaration qui a soulevé un rire sarcastique chez les personnes présentes. J'espère que les gens vont comprendre qu'il faut avoir confiance au système de justice ici, puis que ça va... pas bonne la justice, là. Selon des enquêteurs au dossier, Isabelle Blain et Michel Otis n'ont démontré ni peine ni remords et n'ont versé aucune larme tout au cours de leur interrogatoire. Les deux subiront un procès séparé, ce qui veut dire qu'ils pourront témoigner l'un contre l'autre. Esther Bégin, TVA, Saint-Jérôme. À peine un mois avant qu'on ne retrouve le corps meurtri de la petite Christina, un appel anonyme aux policiers dénonçait une situation d'abus d'enfants chez Isabelle Blain. Les agents avaient alors rencontré la famille et interrogé les voisins. J'ai dit aux policiers qu'elle avait des bleus dans le visage. Je l'avais vu, mais moi, sa mère, elle m'a dit qu'elle avait tombé dans les escaliers. C'est aussi ce que nous a raconté une autre voisine, mais personne à ce moment-là n'a porté plainte à la DPJ. J'ai été un peu surprise, effectivement, que les policiers n'aient pas fait de signalement. En fait, c'est en lisant ces journaux du week-end que la directrice adjointe à la DPJ a appris la terrible histoire de Christina Blain. Est-ce qu'il y a un nombre important de jeunes enfants pour lesquels ils sont appelés, pour lesquels ils ne nous font pas de signalement? Ça, je peux pas vous répondre parce que si ça finit pas d'une façon tragique comme la situation de Christina, on n'en entend pas parler. Alors, il y en a peut-être plusieurs. Est-ce que ça arrive souvent que vous avez des appels anonymes pour abus chez des enfants qui ne sont pas rapportés à la DPJ? Je n'ai pas les statistiques. Ça doit arriver assez fréquemment. Si vous considérez que ça ne vaut pas la peine, la DPJ n'est pas mis au courant. Oui, mais ça dépend des circonstances, ça dépend de l'enquête que les patrouilleurs vont faire sur les lieux. Et selon la police, il n'y avait aucune raison de ne pas croire la version de la mère. Les policiers ont fait lever le chandail des enfants, ont regardé les jambes, les bras. Il n'y avait aucune autre échymose, ni sur le petit garçon, ni sur la petite fille. Les policiers ont été rencontrer les voisins. Les voisins nous disent, effectivement, les jeunes courent régulièrement dans la maison, ça saute dans les escaliers. C'était vraiment pas impossible que la petite fille ait tombé dans les escaliers. La grande question pour les policiers, c'est de savoir s'ils doivent demander une enquête à chaque fois qu'ils voient un enfant qui a des bleus sur le corps. Et même si policiers et voisins avaient avisé la DPJ, personne ne peut dire si aujourd'hui la petite Christina serait toujours en vie. En fait, dans un cas comme celui-ci, c'est le contraire du dicton. Dans le doute, on ne s'abstient surtout pas de faire un signalement. France Gauthier, TVA, à Montréal. Des accusations pourraient être portées contre une jeune mère qui a abandonné dans son logement son bébé de 7 mois pendant plusieurs heures samedi soir à Québec. La Direction de la protection de la jeunesse ne recommande pas pour l'instant qu'on lui rende son enfant. Est-ce que tu veux nous donner ta version des faits? Non, j'ai pas le temps, je vais au palais. Journée mouvementée pour la jeune mère de 19 ans. D'abord l'enquête policière et puis cet après-midi la DPJ au palais de justice pour reprendre la garde de son bébé. Tout ça parce qu'elle a laissé Alexandre sans surveillance alors que selon cette amie, elle ne devait sortir que quelques minutes au dépanneur. Non, mais c'est des amis qu'elle a rencontrés, puis en venant ici, là, c'est comme si c'était le drame, puis l'histoire. Puis là, on annonce ça à la télévision avec le bordel en haut, que c'est un appartement en désordre, mais elle est en train de déménager. Elle est en train de déménager, c'est normal que ça soit à l'envers. Si la jeune femme déménage, c'est que son propriétaire l'expulse. Son chèque d'aide sociale amputé, elle doit 2 mois de loyer. Mais pour la DPJ, il n'y a pas d'excuse valable. Selon eux, samedi soir, la sécurité du bébé était compromise. Alexandre ne sera pas rendu à sa mère tant que la DPJ jugera qu'une telle situation peut se répéter. On ne y redonnera pas sans garantie, mais notre objectif à long terme, c'est de faire en sorte que madame reprenne son rôle de mère auprès de son enfant.
Philippe Moisan est le voisin qui a appelé les policiers. De sa fenêtre, il voit bien Alexandre, mais surtout, il l'entend pleurer. Et c'est arrivé souvent. Pleurer inutilement. C'était cette semaine. L'enfant, malheureusement, a pleuré pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. La fille était dans l'appartement. Son téléphone sans fil. S'occupait pas de son enfant qui pleurait. C'est ça que j'ai trouvé déplorable. Samedi, c'était trop. Ce triste incident a pris des proportions qu'il n'avait pas prévues, mais il ne regrette pas d'avoir rompu le silence. Non, ce que je regrette, c'est que tous les voisins ici, on est obligés de se cacher pour dire que malheureusement, l'enfant était seul, qu'on a peur des représailles, tout ça, mais faire un bon geste comme ça puis se cacher, je trouve que c'est pas correct. Faut pas se cacher pour ça. Quant à la mère d'Alexandre, on saura dans les prochains jours si des accusations criminelles seront portées contre elle. Isabelle Maher, TVA, à Québec. Un enfant repose entre la vie et la mort à la suite d'un violent incendie dans une marina de Beaconsfield, c'est à l'ouest de Montréal. 2 adultes ont aussi été blessés et une vingtaine de bateaux détruits ou endommagés. Ce voilier, ou ce qui en reste, venait d'être rempli de carburant lorsqu'il a pris feu vers 11 h ce matin. Il y avait à bord le pompiste, le propriétaire du bateau et son fils, âgé de 6 ans. C'est au moment du démarrage que l'embarcation s'est embrasée. J'ai attendu qu'il avait essayé de commencer le moteur, ça ne pogne pas, il avait essayé une deuxième fois, puis c'est là que ça a pris du feu. C'était pas une explosion, c'est juste que ça a pris du feu. Et le petit gars, il criait. Tout le monde, on s'est tous mis à courir ici pour voir ce qu'il y avait. Puis là, le bateau a commencé à fondre, incroyable. Les gens ont eu le temps de sortir par eux-mêmes? Oui, oui. Immédiatement après la déflagration, l'embarcation est partie à la dérive, enflammant au passage 5 autres bateaux qui ont été détruits et causant des dommages à une quinzaine d'autres. Les pompiers de Beaconsfield sont rapidement intervenus pour prodiguer les premiers soins et éteindre les flammes. On soupçonne peut-être un manque de ventilation ou, je dirais peut-être un court-circuit, quelque chose. À la marina, on s'en faisait surtout en début d'après-midi pour l'état du petit garçon. Les 2 hommes, ils ont brûlé, mais pas plus que ça. C'est le petit enfant qui a été brûlé le plus sévère avec les 2 puis 3e degrés. La police de la CUM et les pompiers de Beaconsfield tenteront d'éclaircir les circonstances de ce drame. Gaëtan Giroir, TVA, Beaconsfield. Ici Pierre Saint-Yves. Ferdinand Vidal subira un 3e procès pour le meurtre de Hélène Farman de Manceau. Je vous dis pourquoi dans quelques instants. À Manceau, la Cour d'appel annule le verdict prononcé contre le meurtrier. Les falaises du lac des Piles deviennent le rendez-vous des jeunes casse-cou. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un terrible accident routier a fait 2 morts et 3 blessés, dont 2 très graves en fin d'avant-midi à Hervé-Jonction. Une automobile est entrée en collision avec un tracteur de ferme qui effectuait un virage face au 720 route 153. La Sûreté du Québec n'a pu transmettre aucun détail sur l'identité des victimes, étant donné que la plupart n'avaient sur eux aucun papier. 2 des 3 survivants n'avaient toujours pas repris conscience en fin d'après-midi. Les policiers de Trois-Rivières sont toujours à la recherche de l'assassin de Gilles Marin, battu à mort jeudi soir dernier. Les agents ont finalement relâché le suspect de 33 ans arrêté vendredi dernier en rapport avec le meurtre. Les enquêteurs espèrent obtenir d'autres éléments pouvant mener à la condamnation du meurtrier. Gilles Marin, un homme dans la cinquantaine, a été tabassé devant sa résidence du 3130 boulevard Raymond vers 21h30 jeudi dernier. Les policiers s'interrogent toujours sur le mobile de l'agression. La Cour d'appel du Québec casse un jugement pour meurtre prononcé contre Ferdinand Vidal de Manceau en 1994. Vidal avait été reconnu coupable du meurtre de Hélène Farman, une conseillère municipale de Manceau dans les Bois-Francs, assassinée le 12 avril 1993. C'est un détail technique qui a conduit à cette décision. La Cour ordonne malgré tout la tenue d'un nouveau procès. Le 14 avril 1993, le corps de la conseillère municipale de Manceau, Mme Hélène Farman, était découvert, enveloppé d'un drap, dans cette maison abandonnée du 9e rang. Des témoins disaient avoir aperçu dans les parages la voiture de Ferdinand Vidal, un journalier et ex-locataire de Mme Farman, qui aurait repoussé ses avances. Après un premier procès avorté à Trois-Rivières, Vidal a finalement été reconnu coupable du meurtre au Palais de justice de Montréal. Son avocat vient d'obtenir la tenue d'un nouveau procès à cause d'une erreur technique. Les résultats des analyses de cheveux et prélèvements sanguins de Vidal auraient été remis accidentellement aux membres du jury après avoir été déclarés inadmissibles en preuve. À l'époque,
Le juge Jean-Guy Boilard avait constaté l'erreur et décidé de poursuivre le procès après avoir demandé aux jurés de ne pas tenir compte de ces documents. Il ajoutait « On peut continuer avec, bien entendu, la réserve que si jamais l'accusé était trouvé coupable, il aurait très certainement un motif d'appel relativement à la présence illégale auprès du jury d'un élément de preuve qui n'a pas été présenté. » La reprise du procès de Vidal risque de rouvrir des plaies à peine guéries, principalement chez les proches de Mme Farnham. Sa fille Lisa, qui a tout récemment quitté Manceau, a expliqué au cours d'une conversation téléphonique que cette affaire va raviver de pénibles souvenirs au moment où elle parvient tout juste à accepter la disparition de sa mère. Son frère Anthony partage le même sentiment, mais promet qu'il assistera au procès. Je pense que ça n'a pas de bon sens. C'est perdre son temps. Il est coupable, il est coupable. Peu importe ce qui arrive, il est coupable. Puis s'il y a affaire à sortir, ça me fera mon affaire. Tout indique que la cause sera à nouveau entendue au Palais de justice de Montréal. Pierre Saint-Yves, TVA, Monceau. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur? Alors composez sans frais le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser le télécopieur 376-5697. Depuis des années, un rocher du lac des Piles sert de promontoire pour de jeunes plongeurs qui aiment les sensations fortes. Les belles journées d'été, ils sont plusieurs à se lancer dans le vide à des hauteurs qui atteignent 50 ou même 60 pieds. Mais il y a eu des blessés, parfois graves. Le grand saut du haut du rocher fait une cinquantaine de pieds. Pour être sûr de ne pas s'écraser sur les paliers du dessous, les jeunes doivent prendre suffisamment d'élan. Et comme l'arrivée à l'eau fait mal aux pieds, ils chaussent des espadrilles. Mais malgré toutes ces précautions, des accidents arrivent régulièrement. Surtout l'an passé, nous avons eu 3 interventions au lac des Piles à cet endroit dues à des plongeons. Nous avons eu 2 cas de colonne vertébrale qui avaient des douleurs à la colonne vertébrale. Je n'ai pas eu de suivi des patients à savoir s'il y avait eu des séquelles de ça. Puis il y en a eu un autre cas, c'était un cas de fracture à une jambe. Lorsqu'un accident arrive, l'accès à la falaise pour les ambulanciers est très difficile. Soit qu'ils prennent un bateau ici à la marina du lac, c'est le chemin le plus court, soit qu'ils passent par Saint-Jean-des-Piles. Et là, c'est un détour d'une quinzaine de kilomètres. Ils passent et empruntent des sentiers clandestins. Alors, juste donner l'alerte, c'est une affaire qui peut prendre jusqu'à 3/4 d'heure. Alors, après ça, nous autres, on intervient. Puis déjà, s'il faut passer par Saint-Jean-des-Piles pour aller là. Les plongeurs improvisent parfois des petites chorégraphies. Il faut dire qu'ils ont leur public. Les embarcations s'arrêtent souvent pour voir les intrépides plongeurs et plongeuses qui ont des témoignages d'admiration. Le phénomène existe depuis des dizaines d'années au lac des Piles, mais le nombre d'adolescents qui s'adonnent à cette activité a considérablement augmenté depuis 2 ou 3 ans. La falaise limite un terrain qui appartient à un privé. Les dirigeants de l'association du lac ont indiqué qu'ils étaient entrés en contact avec lui pour l'avertir qu'il y avait là un danger pour la sécurité des jeunes. Ils ont toutefois refusé toute entrevue. Comme le terrain est inoccupé, le propriétaire estime impossible d'avoir une surveillance tout l'été. Voilà qui fait l'affaire des plongeurs, dont plusieurs sont des enfants de riverains du lac. Eddie Verbeck, TVA, Lac des Piles. Un jeune motonettiste de 15 ans subit de légères blessures sur le fleuve à la hauteur de Pointe-du-Lac samedi après-midi. Le conducteur est entré en collision avec une moto marine conduite par l'un de ses amis. C'est sans doute après avoir accroché le fond ou une roche que le jeune homme aurait perdu le contrôle de son engin. Bien que ces blessures n'inspirent aucune inquiétude, l'adolescent a quand même été conduit au centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Il y a eu très peu de dommages causés aux motomarines impliquées. Québec commence à réagir face au refus par Pointe-du-Lac de payer pour la Sûreté du Québec. Des fonctionnaires ont appelé, mais se sont fait répondre que le village ne paiera pas. Pointe-du-Lac a retenu le premier versement dû le 30 juin dernier, choqué de s'être vu imposer cette année une hausse inexpliquée de 40 % pour le service de la police provinciale. Moi, pour l'instant, il n'est pas question de payer. À Pointe-du-Lac, la résistance au transfert précipité de dépenses vers les municipalités tient le coup depuis maintenant 1 mois. Conformément à sa résolution officielle, le village n'a pas envoyé son chèque de 286 000 $ le 30 juin pour les services de la Sûreté du Québec, se plaçant ici en situation d'illégalité. C'est-tu légal, le ministre, d'arriver avec une augmentation de 40 %? C'est peut-être pas plus légal non plus, une augmentation de ce montant-là. Malgré, dans le contexte, le caractère hautement symbolique du geste de Pointe-du-Lac, le ministre des Affaires municipales n'était au courant de rien.
Manifestement, ces fonctionnaires ont omis de l'informer qu'il s'était pratiquement fait raccrocher la ligne au nez en appelant pour réclamer le paiement. Bien, je veux dire, cette situation n'a pas été portée à ma connaissance. Effectivement, nous sommes l'agent collecteur et, écoutez, une loi a établi le niveau de contribution des municipalités et le tout devra s'exécuter. L'argent ainsi retenu sera en principe affecté à la création d'un futur service de police municipale à Pointe-du-Lac. Malgré que le village soit en défaut de payer, la Sûreté du Québec n'en continue pas moins bien sûr à y assurer la protection. Pointe-du-Lac est d'autant décidé à résister que la facture de la police, plus celle issue du dernier pelletage de 500 millions en provenance de Québec, va atteindre le $1 million. $1 million de plus sur un budget de seulement 4 millions. Pour ce genre de miracle, dit le maire, ce n'est pas ici qu'il faut s'adresser. Louis Cloutier, TVA Pointe-du-Lac. 2 motocyclistes ont été impliqués dans des accidents au cours de la fin de semaine. Le premier est survenu samedi en matinée sur le boulevard des Récollets à Trois-Rivières. Le conducteur aurait perdu la maîtrise de sa moto alors qu'il entrait dans une courbe du boulevard des Récollets. La moto a glissé sur la chaussée sans percuter aucun autre véhicule. Le deuxième accident est survenu, lui, dimanche soir sur la rue Père-Marquette, près de l'entrée de l'UQTR. Le conducteur et sa conjointe se sont infligés des blessures après qu'une mauvaise manœuvre ait fait verser la motocyclette. La 4e édition du Festival des pompiers de Shawinigan s'est déroulée dans une ambiance de fête tout au long des 3 jours que duraient les compétitions. Ce sont les pompiers de Grand-Mère qui ont obtenu le trophée de la meilleure équipe. Ils ont obtenu cette coupe pour une 3e année consécutive. Chez les femmes, ce sont les Dalmatiennes de Shawinigan qui ont récolté les honneurs. Les épreuves traditionnelles étaient au programme: sauvetage, arrosage, épreuves physiques, coupe de bois à la hache et à la scie mécanique. Le beau temps était au rendez-vous, les foules ont été nombreuses et les spectacles très fréquentés. Les Canucks de Vancouver ont confirmé cet après-midi l'embauche de Marc Messier. Les détails tout de suite après la pause. Le théâtre Molson Grand Nord de Saint-Gabriel de Brandon, c'est plus qu'un théâtre d'été. Laissez-vous envoûter par son décor unique et savourez les plaisirs de l'été avec ses 2 restaurants, buffet chaud et froid et la maison du steak. Le théâtre Molson est le seul établissement de la région à vous offrir du véritable théâtre d'été. Cet été, 2 comédies sont à l'affiche. Les dimanches, mardis et mercredis, voyez Waiter. Et les vendredis et samedis, venez voir des vrais hommes. Oui, le théâtre Molson Grand Nord, c'est génial. La traumatologie, la vérité minute par minute, à toutes les étapes des interventions. Les salles de traumatologie de l'hôpital Sacré-Cœur, la cour des miracles. Au match de la vie, ce mardi, 20h. Petite fleur. Petite fleur. Petite fleur. Cette petite fleur. Ma sœur, petite fleur. Attachez bien votre télé. Petite Fleur débarque dans votre été. Ce mercredi 19h à TVA. Brenda va nous demander comment se sont passées les vacances pour nous. Quelle version on va lui donner? Qu'est-ce que t'as fait tout l'été? Je me suis occupée du bébé. Il a... Beverly Hills, ce mercredi 20h à TVA. Chaîne Télé vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Boaster, votre centre de décoration par excellence, vous invite à profiter de sa grande vente de liquidation estivale. Des rabais extraordinaires, 50% sur les sorts horizontaux Draco, 40% sur le papier peint Concorde, 20% sur les articles cadeaux en magasin et coussins gratuits à l'achat d'une douillette ou d'un couvre-lit. De Vancouver, ils vont avoir Marc Messier. Oui, un autre qui a fait sauter la banque aujourd'hui. Alors, les Canucks ont confirmé l'embauche de Messier. Joueur autonome, Messier, âgé de 36 ans, a signé une entente de 3 ans évaluée à 18 millions de dollars américains avec les Canucks. Messier quitte donc les Rangers de New York après 6 saisons. En 1994, il a aidé cette formation à remporter leur première Coupe Stanley en 54 ans, alors qu'il était capitaine de l'équipe. Plus tôt, il avait mené les Oilers à gagner 5 finales. Messier, natif d'Edmonton, a connu sa meilleure saison en 89-90 avec 45 buts et 84 mentions d'assistance pour 129 points avec les Oilers. Donc, Marc Messier, contrat de 3 ans, 18 millions avec les Canucks. Le week-end a été particulièrement difficile pour plusieurs Québécois. Le résumé de Pierre Pagé.
l'Autrichien Gerhard Berger a su tirer les honneurs du Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne. Michael Schumacher a terminé 2e, Mika Hakkinen 3e. Le Québécois Jacques Villeneuve, sur sa Williams, a été contraint à l'abandon après une sortie de piste à 11 tours de la fin. Série kart, Patrick Carpentier a mené le US 500 du Michigan pendant 14 tours, mais a dû abdiquer au 144e passage en raison de problèmes électriques. Alex Zanardi a remporté l'épreuve. Baseball, les Expos ont encaissé une autre défaite hier, 7-2 contre les Astros de Houston. Il s'agit du 8e revers de l'équipe montréalaise. En 9 matchs, les Expos vont jouer contre Colorado aujourd'hui. Et enfin, au tennis, Sébastien Larreau de Boucherville et son partenaire américain Alex O'Brien ont remporté le double à l'Omnium de tennis de Los Angeles. À noter que les internationaux du Canada débutent aujourd'hui à Montréal. Et au football, les Jaguars de Jacksonville garderont leur quart arrière Mark Brunell encore quelques temps, puisqu'il a signé un contrat de 5 ans. On dit qu'il sera dorénavant l'un des quarts les mieux payés de la Ligue nationale, avec un salaire de 30 millions et un boni de signature de 12 millions. Le vétéran lanceur Kevin Hapier aimerait bien quitter les Royals de Kansas City. Il a demandé au directeur gérant des Royals d'abolir la clause de non-échange qu'on retrouve dans son contrat. Cette saison, Hapier présente un piètre dossier de 6 victoires en 15 décisions. Et on termine avec quelques situations pour le moins embarrassantes survenues dernièrement dans le monde du sport. Les caméramans. Les images frappantes. Serge Corbin, de bonnes nouvelles. Oui, une autre victoire en fin de semaine au Michigan avec Jeff Colca. Et également, soulignons la victoire de Stéphane Roy au championnat québécois de Formule 1600, 5e et 6e manche en fin de semaine qui avait lieu à Saint-Eustache. Merci André. Au revoir. Au revoir, à demain.